Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne. Pour cette 18e semaine de 2024, la vie de l'Union s'intéresse encore aux GAFAM qui ont fort à faire avec la Commission, à une aide au Liban dans la stratégie de gestion migratoire, la liberté de la presse recule en Europe et l'UE réagit aux cyberattaques qui ont visé l'Allemagne et la République tchèque. Dans le club des 27, Giorgia Meloni se lance dans la course aux européennes. Pedro Sanchez reste Premier ministre. La France s'est vue accorder une dérogation pour une aide d'État dédiée au nucléaire. Un officier allemand avoue avoir transféré des informations à la Russie dont l'influence est grandissante en Slovaquie, et le Danemark allonge le délai légal pour avorter. Enfin, chez nos chers voisins, le Premier ministre écossais démissionne et la Géorgie continue de se mobiliser contre le pouvoir. On passe sans plus attendre à la vie de l'Union. Numérique. Apple à nouveau dans le viseur de la Commission européenne. Lundi 29 avril, c'est le système d'exploitation des iPads, l'iPad OS, qui fait l'objet d'une enquête pour infraction au Digital Market Act. Dès le 5 septembre 2023, Apple était considéré comme contrôleur d'accès. Être contrôleur d'accès, c'est être un acteur incontournable pour avoir accès à des produits et services. C'est donc potentiellement avoir une position dominante en favorisant ses propres produits au détriment de ses concurrents. Ici, la Commission européenne reproche à Apple de multiplier les obstacles auprès des utilisateurs pour les décourager à changer de système d'exploitation, notamment avec tout l'écosystème de produits et services Apple, qui peuvent interagir très facilement entre eux. Apple a 6 mois pour se conformer au Digital Market Act. Apple a déjà reçu une amende de 1,8 milliard d'euros en mars pour son abus de position dominante sur l'App Store au détriment de ses concurrents de streaming musical. À cela s'ajoute une autre enquête qui concerne d'autres secteurs pour Apple, mais sur les mêmes bases. Élections européennes. La Commission européenne met la pression sur Meta. La maison mère de Facebook et d'Instagram est elle aussi sous enquête le mardi 30 avril, mais sur la base du Digital Service Act. Désignés comme très grandes plateformes en ligne, les deux réseaux sociaux doivent appliquer le Digital Service Act. Dans le cadre de cette législation, les plateformes doivent apporter la preuve que les mécanismes de modération et de lutte contre la désinformation répondent aux attentes de la Commission européenne. Or, les deux plateformes sont accusées de ne pas lutter suffisamment contre les publicités trompeuses et la désinformation en ligne. Un fonctionnaire de la Commission a indiqué que les publicités seraient exploitées par des acteurs russes pour manipuler l'opinion publique européenne. Aussi, il est reproché aux deux plateformes de ne pas présenter de manière transparente le contenu politique. La Commission considère que les outils de signalement ne sont pas assez clairs et simples à utiliser. La Commission reproche aussi à Meta l'absence d'outils de surveillance des commentaires et des élections en temps réel. Elle recueillera des preuves en demandant des informations, en effectuant des inspections et en procédant à des auditions. Des mesures provisoires pourraient être prises pour résoudre des problèmes urgents et des sanctions prises à l'encontre de Meta si sa négligence est prouvée. Élargissement. Les 27 veulent conditionner les aides aux États candidats au respect de l'État de droit. Une rencontre avait lieu entre les ministres des Affaires étrangères des 27 et leurs homologues des pays candidats à l'adhésion, le mardi 30 avril à Bruxelles. Lors de discussions informelles, il a été question de la stratégie de renforcement de l'état de droit au sein de l'Union, mais aussi chez les pays candidats à l'entrée dans l'UE. Après avoir constaté des résultats variables chez les pays candidats, il a même été constaté une régression chez certains d'entre eux. Or, les critères de Copenhague en font une condition sine qua non pour accéder à l'UE. Sur le modèle de ce qui a été adopté en 2021 au sein de l'Union, il a été notamment question de conditionner les aides aux pays candidats au respect de l'état de droit, des droits fondamentaux et de la mise en place de réformes pour lutter contre la corruption. 9 pays sont officiellement candidats à l'adhésion à l'UE aujourd'hui. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie,
la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine. Le Kosovo a déposé sa demande en 2022. Le rapport de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA, indique que la conditionnalité des fonds est efficace et qu'avec la perspective d'élargissement, une révision profonde des traités sera nécessaire pour spécifier les engagements en matière d'état de droit. International, une aide d'1 milliard d'euros au Liban dans le cadre de la stratégie migratoire de l'UE. Le tour de nos voisins méditerranéens continue. Après le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, c'est au tour du Liban de recevoir la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le jeudi 2 mai, accompagnée du président chypriote Nikos Christodoulides, pour l'octroi d'une aide d'1 milliard d'euros. Une aide qui vient soutenir l'économie libanaise, ébranlée par une crise politique durable suite à l'effondrement du système bancaire du pays qui dure depuis fin 2019. Une aide qui doit soutenir l'éducation, la protection sociale et les soins de santé. Dans le domaine de la sécurité, les forces armées et les autres forces de sécurité bénéficieront d'équipements et de formations pour la gestion des frontières. Cette aide est répartie sur 3 ans. Le commissaire à l'élargissement Oliver Varelli a indiqué que l'aide au Liban est assurée jusqu'à fin 2027. Une aide qui fait partie de la stratégie de coopération avec les pays de transit pour gérer les flux migratoires en direction de l'Union. 210 000 réfugiés palestiniens et 1,5 million de réfugiés syriens résident au Liban, ce qui en fait le plus grand ratio au monde par rapport à sa population. Le Premier ministre par intérim Najib Mikati pousse pour le retour des Syriens en Syrie, considérant qu'il y a beaucoup moins d'affrontements aujourd'hui chez son voisin. Liberté de la presse, Reporters sans frontières dévoile son classement pour la Journée mondiale de la presse. Vendredi 3 mai, c'était la Journée mondiale de la presse, l'occasion de publier son classement et notamment de pointer les dangers. Et Reporters sans frontières indique que la menace est politique et que la situation est problématique dans un tiers des États. Même les pays jugés dans une situation bonne ou plutôt bonne ont régressé dans le classement 2024. Les politiques sont accusés de réduire l'espace laissé à la presse indépendante. Sans surprise, Hongrie et Slovaquie sont particulièrement visés. Les 3 États les moins bien classés dans l'UE sont la Hongrie, Malte et la Grèce, classés respectivement 67e, 73e et 88e. C'est la 3e année consécutive que la Grèce récupère le bonnet d'âne, incapable d'élucider les meurtres des journalistes Socratis Giolias et Georgios Karaïvats, mais surtout épinglé pour l'écoute de journalistes et les attaques répétées à l'encontre des médias. Sous l'impulsion de Giorgia Meloni, l'Italie a perdu 5 positions pour se placer à la 46e place, une régression due à la tentative de rachat d'AGI, la plus grande agence de presse du pays, par Antonio Angelucci, député de la Ligue, le parti de Matteo Salvini. La France est mise en garde suite à l'arrestation d'Ariane Lavrieux. Dans les bonnes nouvelles, la Pologne remonte grâce au changement de majorité politique et se hisse à la 47e position avec un gain de 10 places. La Bulgarie en gagne 12 pour se placer à la 59e. RSF y voit un pouvoir politique plus soucieux du droit à l'information. L'Allemagne rentre dans le top 10 grâce à la diminution des attaques de l'extrême droite à l'encontre des médias. Cybersécurité. La Commission condamne les cyberattaques russes contre le SPD et la République tchèque. Vendredi 3 mai, l'Union européenne et l'OTAN ont condamné. Vendredi 3 mai, l'Union européenne et l'OTAN ont condamné les cyberattaques qui ont ciblé le Parti social-démocrate allemand, le SPD et la République tchèque. Pour la République tchèque, le groupe APT28, aussi appelé Fancy Bears, très connu dans la cybercriminalité, proche des renseignements militaires russes, le GRU, a attaqué la République tchèque en profitant d'une faille sur Microsoft Outlook en 2023. Plusieurs dizaines d'infrastructures ont été visées. Pour le SPD, la forme de l'attaque n'a pas été communiquée, mais le fait est suffisamment important pour que la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, mentionne la fin d'une enquête lancée en 2023 et les conclusions indiquent que c'est là aussi les Fancy Bears
qui sont à l'œuvre. L'ambassadeur russe en Allemagne a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. La Commission a indiqué qu'elle prendra de nouvelles mesures face à ces menaces cyber. L'OTAN appelle la Russie à se conformer à ses obligations internationales et l'OTAN se tient prête à utiliser tous les moyens dont elle dispose pour dissuader, défendre et contrer ces menaces. Passons désormais au club des 27. Italie. Giorgia Meloni se présente aux européennes. Dimanche 28 avril, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a indiqué se présenter aux européennes. Il est impossible d'être président d'un exécutif et de siéger au Parlement européen. Cette candidature est, de fait, un moyen de faire un référendum pour ou contre la politique de son gouvernement. Elle emboîte le pas à Elly Schlein, la présidente du Parti démocrate, qui a annoncé quelques jours plus tôt candidater sans avoir l'intention de siéger au Parlement européen. Giorgia Meloni ne fera pas campagne puisqu'il est interdit d'utiliser les moyens de l'exécutif pour la campagne. Mais son activisme ces derniers mois, où elle s'est affichée plusieurs fois avec Ursula von der Leyen, démontre qu'elle envisage aussi de discuter avec le PPE. Une intention nullement démentie par Ursula von der Leyen lors du débat des Spitzenkandidaten à Maastricht le 29 avril, évoquant même une alliance possible. D'après les sondages, Fratelli d'Italia est crédité de 27% des intentions de vote, suivi du Parti démocrate avec 20% et du mouvement 5 étoiles avec 16%. Les partenaires de coalition de Giorgia Meloni, Forza Italia et la Ligue, sont en dessous des 10%. Espagne. Pedro Sánchez reste Premier ministre. Le PSOE gagne des points. Alors qu'il menaçait de démissionner suite à l'enquête à l'encontre de sa femme, Begoña Gómez, consécutive à une plainte de l'association proche de l'extrême droite Manos Limpias, le président du gouvernement a décidé de rester. Après avoir annulé tous ses rendez-vous pendant 5 jours, il a finalement décidé de rester pour ne pas donner raison à l'opposition de droite et d'extrême droite, qui tente de le déstabiliser par tous les moyens depuis la formation de la coalition gouvernementale avec les indépendantistes. Le parquet de Madrid demande le classement de l'affaire, les plaignants ne s'étant reposés que sur des articles de presse et n'ayant apporté aucune preuve concrète supplémentaire. Charge au juge de donner suite ou non. Si la manœuvre devait permettre de resserrer la majorité et son électorat autour de lui, c'est réussi. Les sondages donnent le PSOE en tête de l'élection régionale catalane, prévue le 12 mai. Mais l'alliance des 3 partis catalans pourrait empêcher le PSOE de gouverner en Catalogne, et même de rafler une majorité absolue à eux 3. Et pour les européennes, le PSOE a gagné 9 points et repasse devant le Parti populaire avec 38,6% des intentions de vote, contre 29,2% pour le PP. France. Une dérogation accordée pour une aide d'État pour les réacteurs Neward. Vendredi 26 avril, la Commission européenne a validé un régime d'aide d'État à la France de 300 millions d'euros. Cette aide doit permettre de développer des réacteurs nucléaires SMR, les réacteurs modulaires Neward. Plus petits que les réacteurs traditionnels, ils doivent permettre de mailler le territoire et d'aider les industries dans leur approvisionnement en énergie. Neward, filiale d'EDF, devrait pouvoir pallier à la fermeture des dernières centrales à charbon grâce à ces réacteurs. Le premier béton devrait être coulé en 2030 et le premier réacteur mis en route en 2035. Le régime d'aide français doit financer les premières étapes de recherche et de développement. Une première tranche d'aide d'État de 50 millions d'euros avait été autorisée en décembre 2022. Si la Commission autorise une telle aide d'État, c'est que cela rentre dans les objectifs de décarbonation de l'Union à l'horizon 2040. Les investissements pour une souveraineté énergétique se multiplient et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Union. Allemagne. Un officier de l'armée allemande avoue avoir fourni des informations à la Russie. Arrêté en août 2023 à Koblenz, Thomas R., 54 ans, officier de réserve de la Bundeswehr, est actuellement jugé pour espionnage au profit de la Russie. Il a reconnu et assumé avoir transmis des informations sensibles au consulat russe de Bonn.
Capitaine de réserve dans la logistique et l'informatique, chargé de la gestion des équipements militaires, il aurait photographié plusieurs fichiers informatiques sauvegardés et d'anciens documents sur l'utilisation des munitions et la technique aéronautique. Il aurait par la suite déposé les documents dans la boîte aux lettres du consulat. Il aurait proposé de se procurer d'autres documents, mais le consulat n'a pas donné suite. Il reconnaît avoir proposé ses services. À la même époque, il prenait contact avec le parti d'extrême droite AfD, auquel il a demandé à adhérer. Il justifie ses actions en disant qu'il craignait une escalade nucléaire et qu'il voulait protéger sa famille. Il semble aussi mettre ses actes sur le compte du manque de sommeil et de concentration, consécutif à une hausse du volume de travail et, selon ses propres dires, des effets secondaires des vaccins anti-Covid. Slovaquie, une orientation pro-russe qui s'affirme. Après la réforme du code pénal, des médias publics et avoir proposé une loi sur les agents de l'étranger, la Slovaquie continue de toujours plus montrer des signes d'alignement avec Moscou, à tel point que les États-Unis ont placé l'entreprise Karovili Trading SRO sur la liste des entités sous sanction. L'entreprise vend du matériel informatique et des logiciels à des entreprises russes. Elle aurait procédé à 350 envois de ces produits, normalement destinés à l'usage civil, mais qui peuvent être détournés pour des usages militaires. Mardi 30 avril, un journal tchèque a révélé que le gouvernement slovaque avait mis sous protection Artyom Marchevsky, un ancien acteur ukrainien, proche de Viktor Medvedchuk, lui-même ancien oligarque ukrainien proche de Vladimir Poutine. Artyom Marchevsky est à l'origine du site pro-russe Voice of Europe. Il a été inscrit sur la liste des sanctions tchèques. Le vice-président du Parlement slovaque, Lyuboš Blaha, a accordé un entretien à la télévision publique russe Russia Today, où il a complètement épousé le narratif russe. Malgré tout, les citoyens slovaques manifestent pour protester contre le gouvernement qui refuse d'envoyer du matériel militaire en Ukraine. Une collecte de fonds citoyenne a récolté 4,1 millions d'euros pour envoyer du matériel à l'Ukraine. Danemark, le délai légal pour avorter allongé. Vendredi 3 mai, le gouvernement danois a annoncé sa volonté de faire passer le délai légal pour avorter de 12 à 18 semaines. Les Danoises âgées de 15 à 17 ans n'auront plus besoin du consentement de leurs parents. Ces propositions suivent les recommandations du comité d'éthique. Le projet de loi sera présenté après la rentrée estivale. Les délais légaux les plus longs en Europe sont de 24 semaines au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et de 22 en Islande. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Écosse. Démission du Premier ministre Hamza Yousaf. C'était prévisible. Après avoir rompu l'alliance avec les Verts la semaine précédente, le Premier ministre écossais Hamza Yousaf était en difficulté. Il avait même avoué ne pas vouloir s'accrocher au pouvoir à tout prix. Il a annoncé sa démission le lundi 29 avril. Il aurait pu gouverner en minorité, mais il aurait fallu négocier texte par texte avec l'opposition. Une opposition qui s'apprêtait à déposer une motion de censure. Le parti indépendantiste ALBA, fondé par l'ancien Premier ministre Alex Salmond, a proposé son soutien en échange de la mise en œuvre de ses propositions, sans succès. En démissionnant, il laisse le choix à son parti, le Scottish National Party, de choisir le prochain ou la prochaine première ministre. Les travaillistes ont maintenu la motion de censure. Après 17 ans au pouvoir, le SNP est sur le déclin. La promesse d'indépendance s'est éloignée et le bilan des services publics écossais est assez catastrophique, sans parler de l'explosion des overdoses à Glasgow. Les coupes budgétaires du gouvernement Sunak n'y sont certainement pas étrangères. À quelques mois des élections législatives dans tout le Royaume-Uni, les travaillistes veulent absolument tirer profit de la situation et obtenir des élections anticipées pour profiter de la bonne dynamique sondagière qui donne les travaillistes grands gagnants dans les sondages actuellement et qui leur promet d'investir le 10 Downing Street à l'automne. Géorgie, la loi russe passe en deuxième lecture, la contestation monte. La contestation ne s'arrête pas depuis le 9 avril. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, créé par l'oligarque Bidzina Ivanishvili,
et emmené par le Premier ministre Irakli Kobakhidze, a proposé une loi fortement inspirée par la loi sur les agents d'étrangers russes. Après un week-end de contestation à Tbilissi, la loi revenait au Parlement pour la deuxième lecture, lundi 29 avril. 50 000 manifestants s'étaient mobilisés dimanche 28 avril devant le Parlement géorgien, place de la République, pour l'occasion. Ils ont même tenté de franchir le cordon de sécurité. Et pour soutenir la loi, le gouvernement a affrété des fonctionnaires pour simuler un soutien massif à cette loi. Cette manifestation, en présence de Bidzina Ivanishvili, a pu clarifier le discours du parti au pouvoir. Sous le slogan « Patrie, langue, orthodoxie », Ivanishvili désigne un ennemi, le Parti global de la guerre, représenté par des ONG internationales et des partis occidentaux qui auraient selon lui poussé l'OTAN, l'UE, l'Ukraine et la Géorgie à devenir de la chair à canon et qui auraient provoqué la confrontation entre Russie et Géorgie en 2008 et entre Russie et Ukraine en 2014 et en 2022. Il a réaffirmé la volonté de transparence à travers cette loi. En se comparant à Viktor Yanukovych, il semble être déterminé à aller jusqu'au bout. Il est déterminé à renvoyer le mouvement national uni de Mikhail Saakashvili devant la justice pour le démanteler. Fini le double discours pour jouer l'équilibre entre UE et Russie. À la suite de ce discours, jeudi 25 avril, le Parlement européen a demandé à prendre des sanctions contre Ivanishvili. La population a continué de manifester. Mardi 30 avril au soir, la police anti-émeute a été déployée. Le président du mouvement national uni, Levan Khabeishvili, a été battu par la police. Il y a eu au moins 63 arrestations, 4 blessés côté manifestants et 6 côté policiers. Une manifestation qui intervenait après la deuxième lecture. Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a fermement condamné les violences policières et appelle les autorités géorgiennes à garantir des réunions pacifiques. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que cette loi était incompatible avec l'adhésion à l'Union. Mercredi, le texte est adopté en seconde lecture, avec 83 voix pour et 23 contre. En Géorgie, il faut adopter le texte après 3 lectures. Mercredi soir, des milliers de Géorgiens ont convergé de tout le pays vers Tbilissi. Des manifestations ont été organisées dans les autres grandes villes du pays, à Batoumi et à Koutaïssi. L'Aude à la joie, l'hymne européen, a retenti dans les rues de la capitale. Le Premier ministre Irakli Kobakhidze semble déterminé à faire plier l'opposition, qu'il qualifie de radicalisée, nourrie d'après lui par les responsables politiques étrangers, et promet de sanctionner durement les manifestants impliqués dans les affrontements. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Europe Hebdo sur votre plateforme de streaming préférée et sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Pour soutenir le podcast, chaque like, commentaire ou partage compte pour augmenter sa portée. À la semaine prochaine sur Europe Hebdo.